Faire des théories, c'est un exercice que j'ai toujours pris au sérieux, même si forcément, ça implique de se mouiller et de parfois passer totalement à travers son sujet. Malgré tout, je cherche toujours à rester cohérent pour que votre esprit puisse imaginer ses possibilités. De cette manière, je réussis mon pari en vous faisant voyager dans une sorte de futur réalisable. C'est vraiment la chose que j'aime le plus faire en vidéo, et c'est encore ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Mais avant de vous exposer mes théories, j'ai besoin de vous donner mes impressions sur ces épisodes qui m'ont complètement submergé à plusieurs égards. Concernant le Discord, vous connaissez la chanson, le lien est en description, je compte sur vous pour nous rejoindre. Allez, sans plus tarder, découvrons ensemble mes impressions et théories suite à ces épisodes 9 et 10 de la saison 4 de Wakfu. Les épisodes 7 et 8 nous ont introduit ce qui fait figure d'un des plus grands méchants de la série, un personnage maléfique avec une aura terrible mais qui dégage malgré tout un côté humain, un côté noble qui le rend respectable. Je comprends que beaucoup d'entre vous seraient plus d'idées à se dire que s'il était si humain que ça, il aurait cherché un moyen de mettre fin au peuple des Nécroms plutôt que d'exterminer toute trace de vie. Ce serait bien mal comprendre Tauros que de croire ça et je m'explique. Dans les épisodes qu'on a eus, on voit son côté humain lorsqu'il explique à Hugo qu'il ne fait pas ça de gaieté de cœur, en parlant de la torture qu'il lui fait subir pour nourrir les Nécroms. Ce côté humain où il semble faire preuve de compassion nous sort de l'esprit que Tauros est avant tout le grand méchant de cette saison. Un souverain qui, même de son vivant, était quelqu'un d'avide, avide de force, de pouvoir, de richesse. Autrement dit, c'est quelqu'un de foncièrement mauvais, avec quand même des traits humains qui lui font éprouver du regret pour ce qu'il a fait à son monde et ses habitants. Quand une personne est mauvaise, elle aura beau vous montrer de la compassion, ça ne l'empêchera pas de quand même passer à l'acte et de faire les pires atrocités pour réaliser son objectif ultime, celui de nourrir son peuple d'autant de Wakfu qu'il souhaite absorber. Il s'en veut tellement pour ce qu'il a fait à ses proches qu'il veut rallier tous les peuples à l'état de Nécrom et ainsi éradiquer les sentiments humains de la surface du cosmos pour les unir à travers la simple envie primaire de se nourrir de Wakfu. Des sentiments qu'il juge responsables de tous les maux et plus particulièrement de ce qui l'a amené à détruire son monde. Un personnage qui ne cesse de monter dans mon cœur comme étant le méchant ultime, un méchant qui malgré tout garde une certaine noblesse, une éthique de combat comme par exemple lorsqu'il demande à Killby de se battre en guerrier avant qu'il ne s'enfuit. Un côté humain aussi qui lui font couler quelques larmes pendant la torture de Hugo, et surtout cette scène avec Nora, où il s'agenouille face à celle qui l'a placée sur son trône avant de la pétrifier. Comme si quelque part il prenait Nora pour reine du Nécromonde au vu de l'importance immense qu'elle prend pour l'avenir des Nécroms. Quel plaisir aussi de découvrir enfin la vraie nature d'Ephraim. Après 8 épisodes à l'évoquer à peine à travers quelques plans mystérieux, cette fois on a enfin un personnage qui se développe et en réalité, il est exactement comme je l'avais imaginé. Totalement assujetti à Tauros, comme prévu aussi c'est lui qui contrôlait Nora pour faire les portails. Par contre j'ai été drôlement étonné de sa puissance. Killby nous avait dit qu'il fallait une immense réserve d'énergie pour tenir un portail entre deux mondes. Il fallait soit l'Héliacube, soit l'Isidofus ou encore l'énergie de la grande déesse, et Ephraim n'a rien de tout ça. Pourtant il arrive à offrir assez d'énergie à Nora pour qu'elle puisse ouvrir non pas un, mais plusieurs portails vers le monde des 12, c'est impressionnant. En parlant d'Ephraim d'ailleurs, s'il y a bien un moment où je l'ai kiffé, c'est quand il parle à sa mère à travers le corps de Nora. Il lui dit tellement ce que je ressens que c'en était jouissif. J'en ai marre moi aussi de voir la grande déesse traumatisée à tel point qu'elle n'a plus aucune combativité. Elle fuit sans cesse et ça même si ses enfants disparaissent les uns après les autres. Je suis complètement d'accord avec Ephraim, sa mère actuellement est une égoïste qui ne pense qu'à elle, alors que lui a parcouru le cosmos entier des millénaires durant, se sacrifiant même pour être au final abandonné dans le Nécromonde. Par ailleurs, je suis assez surpris que malgré le fait qu'il ne ressente aucune émotion face à Hugo torturé, il puisse quand même ressentir de la haine pour sa mère, c'est assez étrange. En évoquant Hugo d'ailleurs, c'était vraiment quelque chose ces épisodes. Les moments de torture sous son apparence d'enfant m'ont mis très mal à l'aise. D'ordinaire, j'aurais aimé que cette scène dure plus longtemps pour légitimer davantage sa croissance et le côté revenu d'entre les morts, mais entre nous dans un animé pour enfants, je trouve que cette scène était vraiment super violente. On découvre la nouvelle voix de Hugo dans son subconscient, une voix auquel j'ai eu du mal à m'y faire au début, j'avais bizarrement imaginé un timbre de voix collant davantage à celui d'Oropo. Mais une fois que je m'y suis fait, j'ai commencé à beaucoup l'apprécier, surtout dans ses échanges avec Oropo et Bouillon. D'ailleurs, je vous l'avais dit, c'était obligé qu'il fasse la paix avec ses alter ego pour pouvoir enfin avoir ce fameux Hugo adulte. Bon certes, je me suis foiré sur les raisons de sa croissance subite, mais la tenue est bien l'œuvre d'Oropo, un héritage des héliotropes avec lequel il a fait la paix, une paix avec ses alter ego, une paix avec lui-même qui lui permet potentiellement d'enfin acquérir le savoir terriblement précieux d'Oropo accumulé au cours de sa vie. Oropo qui semble en savoir long sur les Nécroms, mais j'y reviendrai dans ma partie théorie. Pour finir sur mes impressions, forcément vous vous en doutez, il faut qu'on parle de Killby. Je le sentais venir tout du long de cette saison 4, je savais qu'il allait être important, mais certainement pas à ce point.
Après tout, on ne peut pas ramener quelqu'un comme Killby de la dimension blanche pour ne pas le faire briller. Malgré toutes les accusations de trahison qu'il a pu subir, il a su garder la tête froide et réfléchir à un plan pour avoir suffisamment de puissance et ainsi récupérer Hugo des mains des Necroms. Des Necroms qu'il semble détester plus que tout au monde. Il a donc un plan dans lequel il mise sur lui avant tout pour gagner de nouveau la confiance d'un Mécasme, pour gagner la confiance de Locus et ainsi se voir confier son cœur, l'Héliasphère. Autant dire que ce moment m'a mis une gifle monumentale car ça remet quasiment toute l'histoire des Héliatropes en cause. À partir de là, on peut beaucoup théoriser mais on ne peut plus rien affirmer. Pourquoi les Mécasmes ont éradiqué les Héliatropes alors qu'Orgonax a donné son cœur de plein gré? Et qu'est-il arrivé aux Héliatropes en arrivant sur le monde des 12? Plein de questions qui restent sans réponse, des réponses que j'espère avoir dans son OAV car malheureusement, Killby va aller jusqu'à se sacrifier pour réussir à obtenir le cœur de Locus. Un cœur qui va le consumer, mais comme il le dit si bien, il l'a fait pour Hugo, il l'a fait pour son frère, pour son roi. Un moment qui a réussi à me tirer des larmes, mais ce qu'il y a de bien lorsqu'un grand antagoniste d'une saison de Wakfu nous quitte, c'est que normalement on a droit à son OAV. Un OAV dans lequel je rêverais retrouver les débuts de la civilisation Héliatrope, de voir sa relation avec Shinonome, et surtout de voir comment la lassitude a fini par le changer. Sinon que dire pour le reste? Les plans deviennent de plus en plus légendaires. Je suis resté littéralement en admiration devant la pose de Nora statufiée, Tauros à genoux devant celle qui changera à jamais le destin du Nécromonde. C'était époustouflant. Pareil pour le monde féerique qui se constitue autour de la déesse Héliatrope. On aurait dit un monde de contes de fées qui prenait forme tout autour d'elle. D'ailleurs, lorsque la grande déesse atterrit sur le royaume Sadida, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec le trailer du Kickstarter. Même si je sais que la majorité de ce qui est raconté est désormais totalement obsolète, je suis désolé mais pour moi c'est bien trop gros pour que ce ne soit pas réellement l'endroit dans lequel les Héliatropes seront dirigés dans un futur proche par Hugo. Seulement si c'est réellement le cas, ça voudrait dire que la grande déesse ne sera plus là car pour le moment c'est elle qui a ce rôle de dirigeante du peuple Héliatrope. Est-ce qu'elle va se surpasser pour surmonter son traumatisme et protéger les siens quitte à succomber au combat? Personnellement je mets mon kama sur cette possibilité. Il y a de grandes chances qu'en voyant tous ses enfants se précipiter au combat, elle réussisse à dépasser sa peur pour affronter son tortionnaire Tauros Mordal. Un combat dans lequel cette fois-ci elle ne fuira pas, et où elle fera passer réellement ses enfants avant sa propre vie. Un sacrifice d'une mère pour ses enfants qui sera lourd de conséquences pour le Cosmos tout entier. Bon, il est temps pour moi de passer à ma vraie théorie car je refuse de croire que l'OAV d'Oropo a développé des intrigues à quelques mois de la sortie de la saison 4 pour ne pas nous en donner les réponses dans cette dite saison 4. Dans l'OAV d'Oropo, on y voit et apprend plusieurs choses. Tout d'abord, Oropo prend conscience de l'avenir du monde des 12 en touchant l'Héliacube. Ensuite, on sait qu'il envoie son frère et sa sœur accomplir une mission nécessitant les capacités de Repulse à pouvoir se camoufler dans les ombres, et où Desperia doit ouvrir un portail de stasis rappelant fortement les portails de Nora vers le Nécromonde. Pour finir, Oropo finit par fusionner avec l'Héliacube, avec le cœur d'Orgonax, ce qui est loin d'être anodin pour moi car lancé depuis le tweet de Tot, l'Héliacube est quelque part. À l'un de tous ces éléments, comme je vous l'ai dit, je refuse de me dire que ça a été mis là uniquement pour faire joli. Il y a quelque chose d'important qui se trame depuis l'OAV, et j'en ai eu d'autant plus la certitude en retrouvant Oropo dès le premier épisode. D'ailleurs, on l'y retrouve avec son design de l'OAV et non pas celui de la saison 3. Peut-être justement pour nous donner un petit indice sur le fait que l'OAV tient un lien avec ce qui nous sera raconté par Oropo. On le retrouve de nouveau dans cet épisode 9 et effectivement mes doutes commencent à s'éclaircir car il semble en savoir long sur les Necroms. C'est lui qui nous explique que Tauros draine son espérance de vie au point d'en faire un Necrom si jamais il continue. Et vous vous rappelez de ce qu'il a dit dans l'épisode 1 ? Tu as joué avec des armes trop puissantes pour toi et tu vas recommencer Hugo. Tu vas recommencer et tu vas faire pire encore. Je l'ai vu. Autrement dit, il savait pertinemment qu'il allait être sauvé, mais il a joué avec sa situation pour lui faire comprendre qu'à force de se mettre en danger, on finit forcément par tomber sur plus fort que soi. Oropo a eu des visions et c'est tout ce qui va se produire. Je le vois mal du coup rester les bras ballants sans chercher des alternatives capables de venir à bout des Necroms qui vont envahir le monde et absorber la moindre miette de Wakfu. Peu importe les catastrophes que Hugo pourrait apporter à l'avenir, si le monde tombe aux mains des Necroms, il n'y aura plus rien à sauver de toute manière. C'est pourquoi je l'imagine envoyer ses frères dans le Nécromonde découvrir leurs faiblesses, et cela en toute discrétion, sans quoi ils se seraient fait transformer en Necroms eux aussi. Des missions qui ont probablement donné leur réponse car on le voit dans l'OAV d'Oropo, les héliotropes utilisent facilement la stasis alors qu'elle semble être une voie contre nature pour les êtres vivants. Des réponses qui sont désormais en Hugo maintenant qu'il a accepté les héliotropes comme étant une part entière de lui, et c'est seulement de cette manière qu'il va lui aussi pouvoir utiliser la stasis avec le fameux sabre de stasis qu'on attend tous impatiemment. De cette manière, toutes les intrigues de l'OAV seront expliquées et Oropo deviendra alors l'immense cerveau, le grand planificateur de ce qui donnera un avenir possible au monde des 12. On comprendra alors bien mieux pourquoi son masque au début nous semblait évoquer Xelor, peut-être se définit-il quelque part comme étant un maître du temps, et comme il le dit si bien, en réalité toute cette histoire était un mal nécessaire.
Voilà les amis pour ma grande théorie et mes impressions sur ces épisodes 9 et 10 de la saison 4 de Wakfu. On y est, ma prochaine review sera la dernière review de cette saison 4. Alors je ne vous promets pas qu'elle puisse sortir vendredi cette fois-ci malheureusement vu qu'il y aura beaucoup de choses à traiter, mais comptez sur moi pour donner le maximum. Allez, il est temps de se laisser, c'était Zaki pour vous servir, ciao.